S'il existe dans l'univers des monstres particulièrement mystérieux et fascinants, ce sont bien les trous noirs. Ces objets si denses, à la force d'attraction si forte que même la lumière ne peut en échapper, continuent encore d'être entourés de mystères et parfois ils entraînent aussi des découvertes pour le moins singulières. Alors, entre des étoiles immatérielles, les origines des trous noirs et le plus grand ogre de l'univers, je vous propose de partir à la découverte des trous noirs, de leurs mystères et de leurs origines. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire que j'ai un petit message assez important en fin d'épisode, donc n'hésitez pas à rester jusque-là. Allez, à tout de suite pour une nouvelle dose d'espace. Vous le savez certainement, mais le centre de notre Voie lactée, comme toutes les galaxies en général, abrite un trou noir, Sagittarius A étoile. Et pour un beau trou noir, c'est un beau trou noir. Avec ses près de 4 millions de masses solaires, il entre dans la catégorie des trous noirs dits supermassifs. Bon, je ne vais pas m'attarder inutilement sur ce point car c'est ce qu'on a trouvé autour qui est singulier, mais on parle en général de trous noirs supermassifs pour des trous noirs dépassant les 100 000 masses solaires. Vous le savez certainement déjà, mais en général, pour former un trou noir, il faut une supernova, une étoile arrivée en fin de vie, et terminant dans une gigantesque explosion. Pour résumer simplement, une étoile est tout au long de sa vie dans un équilibre assez relatif entre la pression de radiation qui pousse la matière vers l'extérieur et la force de gravité qui maintient le tout. Mais au fur et à mesure qu'elle fusionne son hydrogène en hélium et fusionne de l'hélium en carbone, du carbone en oxygène, puis des éléments de plus en plus lourds jusqu'au fer, sa pression de radiation augmente. C'est ce phénomène qui fait qu'une étoile en fin de vie gonfle, et ce jusqu'à la toute dernière étape de sa vie, où c'est du silice en fer qu'elle fusionne, et ce pendant une journée environ. Puis, lorsque cette fusion est terminée et en moins d'une seconde, quand la pression de radiation devient trop faible, ses couches externes vont se contracter jusqu'à ce que le cœur soit tellement sous pression qu'il ne peut plus se compresser, et forme alors un mur sur lequel la matière va rebondir, donnant naissance à ce genre de spectacle. Et parfois, si le cœur est assez dense, il sera tellement lourd et dense que même la lumière ne sera pas assez rapide pour s'en échapper. D'ailleurs, la limite dans l'espace à partir de laquelle la lumière est trop près d'un trou noir et est elle aussi piégée, c'est ce que l'on nomme l'horizon des événements. Même si des collisions d'étoiles peuvent aussi en créer et que quel que soit le scénario, le trou noir aura une masse inférieure aux objets qui l'ont créé, de par la matière éjectée, c'est ainsi que vous obtenez un trou noir. Le problème, c'est qu'avec des milliers ou millions de masses solaires, les trous noirs supermassifs sont énormément plus lourds qu'aucune étoile ne pourra jamais espérer l'être. Mais leur existence n'est pas non plus sans explication. Par exemple, les trous noirs formés quelques centaines de millions d'années après le Big Bang étaient probablement dans des environnements bien plus riches en gaz que les actuels, leur permettant de grossir bien plus vite et plus longtemps. Une autre hypothèse veut aussi que certains trous noirs, que l'on nomme trous noirs primordiaux, soient apparus peu après le Big Bang quand l'univers était encore une soupe de matière bien plus dense, et, en tout cas, quel que soit le scénario, ces monstres trouvent leurs origines il y a plus de 13 milliards d'années. Mais bref, gardez ceci dans un coin de votre tête, et revenons-en à Sagittarius A. Depuis 2004, et au fur et à mesure des années, on a en effet appris la découverte de 6 objets tournant autour de lui à environ 0,13 années-lumière. Ces objets, qui mettent entre 100 et 1000 ans pour faire le tour du trou noir en fonction de quel objet il s'agit, sont en revanche assez singuliers. Alors qu'ils ont l'apparence de petits nuages de gaz, ils se comportent comme des étoiles. D'ailleurs, lors de leur passage au plus près du trou noir, ce dernier en arrache probablement toujours un petit peu de matière, qui est ensuite engloutie par le monstre. La meilleure explication à ce jour, c'est que ces objets seraient en fait des étoiles binaires ayant fusionné autour du trou noir et dont les couches externes sont particulièrement éloignées de l'étoile, ce qui leur permet de garder une structure relativement cohérente, mais aussi proche du nuage de gaz. Mais dans l'ensemble, les objets G, c'est ainsi qu'on les appelle, restent très mal expliqués et assez difficiles à comprendre.
Mais d'ailleurs, en parlant de trous noirs supermassifs, vous êtes-vous déjà demandé quelle était la limite de ces monstres? Eh bien, il n'y en a probablement pas vraiment. Mais le plus gros connu à ce jour, c'est TON 618. TON 618 est ce que l'on nomme un quasar. Pour résumer rapidement, un quasar est un trou noir situé au centre d'un noyau actif de galaxie, noyau de galaxie riche en gaz et qui va être chauffé et émettre de la lumière lorsque la matière, du gaz ou des étoiles, s'échauffe en accélérant en s'approchant du trou noir. En fait, les quasars sont littéralement les objets les plus brillants de notre univers et sont aussi souvent des objets assez anciens. L'écrasante majorité est en effet observée à une distance supérieure à une dizaine de milliards d'années-lumière de nous. Et pour rappel, si vous regardez un objet distant de 10 milliards d'années-lumière, vous le voyez tel qu'il était il y a 10 milliards d'années. Or, il y a plus de 10 milliards d'années, les collisions de galaxies étaient bien plus fréquentes et les noyaux de galaxies plus riches en matière, permettant aux quasars de briller de mille feux, ce qu'ils ne peuvent hélas plus faire maintenant. Ce qui m'amène donc à TON 618, car le trou noir situé au centre de ce quasar est tout simplement le plus massif jamais observé. On parle, à la louche, de près de 66 milliards, et j'ai bien dit milliards, de masse solaire. Situé à 10,4 milliards d'années-lumière de nous, il brille avec autant de luminosité que 140 000 milliards de soleils, ce qui est probablement plus que notre Voie lactée entière. Je vous laisse le temps de cette phrase pour digérer l'info. Il est à noter que le trou noir Phénix A aurait une masse qui serait peut-être supérieure ou inférieure, mais que celle-ci n'a pas encore été mesurée avec précision, et que donc le titre du plus gros trou noir est encore attribué à TON 618. Enfin, pour terminer cet épisode, je vous propose de rejoindre le système VFTS 243 dans la nébuleuse de la Tarentule, au cœur du grand nuage de Magellan. C'est là, à 136 000 années-lumière de nous, que vous trouverez une supergéante bleue de 25 masses solaires. Mais ce qui rend ce système si particulier, c'est la présence d'un trou noir dormant formant un système binaire avec l'étoile. Celui-ci, n'absorbant aucune matière, n'en accélérant aucune et ne créant aucun rayonnement, est en effet totalement invisible. En fait, et même si son existence faisait débat avant et était déjà suspectée, c'est une méthode de détection généralement appliquée aux exoplanètes qui permet de confirmer sa nature de trou noir. Pour résumer rapidement, lorsqu'un objet, planète ou trou noir à des échelles différentes, tourne autour d'une étoile, il va aussi légèrement attirer cette dernière vers lui, provoquant un décalage de la lumière vers le rouge lorsque le mouvement éloigne l'étoile de nous, et le bleu quand elle s'approche. Cette méthode, dite des vitesses radiales, est subtile, mais a déjà fait plus que ses preuves et est même relativement efficace. Bon, mais alors, où est le problème, direz-vous ? Eh bien, le problème, c'est que le trou noir n'a strictement rien à faire là. Une supernova, vous le savez, engendre l'expulsion de gaz dans toutes les directions, créant ce que l'on nomme des rémanents. Or, ici, aucune trace de rémanent de supernova n'a été détectée. Si on peut expliquer ce phénomène par une contraction rapide de l'étoile ayant entraîné un trou noir avant le rebond de la matière, dans les faits, ce trou noir reste, sans mauvais jeu de mots, une singularité difficilement compréhensible. Et il faut l'avouer, l'explication exacte nous échappe. Une autre explication pourrait être que nos instruments ne sont tout simplement pas assez puissants pour détecter un rémanent de supernova bien trop peu lumineux, mais là encore, c'est peu probable. Cependant, alors que cet épisode était presque bouclé, c'était une autre découverte qui allait être partagée, concernant, vous vous en doutez, un trou noir. Mais d'abord, un peu de contexte. Lors d'une observation du télescope spatial Hubble visant une galaxie naine proche de nous, il apparaît sur cette image, en plus d'un bout de la galaxie et la tache floue à droite, un étrange trait. Alors ici, il faut savoir une chose. Des rayons cosmiques qui atteignent les capteurs d'Hubble et provoquent ce genre d'artefacts, il y en a régulièrement, et le traitement des images permet de facilement s'en débarrasser. Sauf qu'ici, l'artefact resta. Au final, ce sont des analyses menées depuis l'observatoire Keck à Hawaï qui permirent de trancher. Ce sont de jeunes étoiles dans une traînée de matière laissée par un trou noir. Je m'explique. Il y a environ 39 millions d'années, 3 galaxies ont fusionné et l'un des trous noirs fut éjecté du système.
Il entraîna de la matière avec lui tout en condensant celle qu'il croisa, un peu comme les traînées de condensation d'un avion. Ainsi, la matière qui n'a pas fini dans le trou noir éjecté à quelques 1600 km par seconde, est suffisamment dense pour permettre la formation d'étoiles, créant cette traînée d'un genre jamais observé jusqu'à présent. Je pourrais encore vous parler de trous noirs longtemps, mais ça risquerait de faire durer un peu trop cet épisode. Donc n'hésitez pas à me dire si une partie 2 vous intéresse, et à vous abonner pour ne pas la manquer. Avant de terminer l'épisode, je tenais à rapidement faire passer une petite annonce. Vous le savez, Utip est contraint de fermer. Si les créateurs ont bel et bien tous leurs versements, moi y compris, j'ai créé un compte sur les plateformes Tipeee et Patreon pour ceux qui le désirent. Voilà, c'était pour le petit message un peu embêtant. Sur ce, c'est ici qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez passé un agréable moment et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.